Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le local, l'émission Twitch de la CGT. Donc c'est un rendez-vous qu'on a maintenant depuis 2 ans, où on parle pendant 1 heure et demie avec un ou une camarade du syndicat, des mobilisations dans son organisation, de son parcours, etc. Je me suis pas présenté, je suis Clément Pourret, je suis journaliste, je suis aussi militant à la CGT, et je suis avec Thierry Nière, qui est secrétaire général de la CGT des cheminots. Bonjour. Bonjour. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. Avant d'être syndicaliste et avant d'être secrétaire général, t'es devenu cheminot. Comment t'atterris dans cette boîte? Est-ce que c'est quelque chose de familial? Est-ce que c'est un parcours pro? Enfin, qu'est-ce qui te fait que tu arrives dans cette organisation? Bah déjà, avant d'être cheminot, j'ai travaillé aussi dans le privé. Je pense que c'est un peu le commun de beaucoup, notamment de jeunes. J'ai bossé dans différentes boîtes. J'ai fait magazine livreur. Je tairais la marque pour pas faire de promotion outrancière. Bossé dans les parcs à huîtres, animateur de colo. Voilà. Donc j'ai fait énormément de boulot avant de rentrer à la SNCF. Et c'est vrai que mon père était cheminot. Voilà, il est à la retraite aujourd'hui. Il y a un petit peu cette connotation familiale, mais c'est vrai que j'avais moi surtout un intérêt pour cette grande boîte publique. Et c'est vrai que c'est surtout ça qui m'a intéressé dans un premier temps, c'est de pouvoir me rapprocher d'une entreprise publique. Et il y a beaucoup de choses complexes, mais aussi il y a un petit côté mystérieux dans ce type d'entreprise. Il y a plein de métiers, justement. Toi, tu faisais quoi dedans? Enfin, tu fais quoi d'ailleurs dedans? Alors moi, la particularité, quand je suis rentré emploi jeune en 99, donc à la SNCF. Et ensuite, j'ai passé un constat en interne pour intégrer un métier du voyageur. Donc, je vendais des billets, en fait. Voilà. Ok. Comment on passe de ce boulot-là? Quand est-ce que tu te dis il faut s'engager et s'engager syndicalement surtout? Bah déjà, en fait, le lien entre une entreprise comme la SNCF et l'engagement syndical, il y a quand même le repère un peu historique. Des syndicats très implantés à la SNCF, une logique de bataille d'intérêt général quand même qui domine quand même dans l'histoire de cette entreprise, des luttes qui ont fait bouger énormément de choses pour son développement. Et puis humainement, c'est vrai que c'est j'ai envie de dire une grande aventure parce que on côtoie des gens je dirais aux histoires et aux particularités quand même assez diverses. Et moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'arriver dans un endroit, c'était un petit endroit, c'est toujours d'ailleurs, où il n'y avait pas beaucoup de cheminots, mais énormément de militants. Ce qui fait que ça a forgé encore un peu plus mon engagement et ma conception de se dire, ouais, faut que je m'engage, faut que je me syndique. Et ils m'ont beaucoup, pas incité, mais aiguillé pour pouvoir intégrer l'organisation. Ouais. Et c'est progressif où il y a un déclic, il y a un moment où il y a un camarade qui va te dire bon, maintenant t'adhères, ou toi qui te réveilles un matin et qui te dit ok, j'y vais. Enfin, comment ça se. Bah, moi, typiquement, c'est assez clair. Je suis entré emploi jeune. Voilà. La CGT a bataillé seule à l'époque pour faire intégrer des emplois jeunes au cadre permanent. Un jour, un élu du syndicat est arrivé suite à un comité d'entreprise qui s'était tenu le matin. Et il m'appelle et il me dit, écoute Thierry, t'es commissionné, tu rentres au cadre permanent à la SNCF, on a bataillé pour, ça y est, c'est fait. Moi, comme 2200 jeunes d'ailleurs, à l'époque. Ça a été le gros déclic, ouais. Alors peut-être rappeler ce que c'est l'emploi jeune, parce que je suis pas sûr que ça parle à l'époque, mais je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Ouais, bah sans vouloir dire que t'es vieux, camarade. Mais... Ouais, bah je fais comme tout le monde, je prends l'âge, mais en même temps c'est bon signe. Non, bah emploi jeune, c'est un contrat aidé. En fait, c'est un contrat aidé des pouvoirs publics. C'était un financement sur 5 ans par les pouvoirs publics. Et l'entreprise a intégré un certain nombre de jeunes. Mais du coup, on n'intégrait pas un métier qu'on appelle du dictionnaire des filières, c'est-à-dire un métier de cheminot. Donc moi, quand je suis rentré, je faisais pas tout à fait un métier de cheminot, ou conducteur, ou contrôleur, ou agent d'équipement, ou au matériel. Moi, on a dû construire un petit peu ce que j'allais faire. Et ensuite, j'ai pu passer un constat en interne pour pouvoir intégrer un métier. Il y a une division, en gros, entre les métiers qui sont purement les métiers du rail identifiés. Enfin, ouais. Même si les autres, il faut aussi vendre des billets, quoi. Mais il y a un peu cette distinction qui existe au sein de la boîte entre les deux. On est d'accord pour dire qu'il faut tout pour faire circuler un train. Il y a vendre un billet, il y a accompagner le train, le contrôler, il y a le conduire, il y a le réparer dans les ateliers du matériel et il y a pouvoir le faire circuler. C'est pour ça qu'il y a des agents aussi de voie. Et puis il y a tous ceux et celles qu'on ne voit pas, qui sont aussi le service public du chemin de fer. C'est tous ceux et celles qui sont et dans les bureaux administratifs, dans les cabinets médicaux, etc., qui sont au service des cheminots. Donc tout ça forge un petit peu la production ferroviaire et ça, c'est une fierté. Ouais. Alors, avant, parce qu'on va avoir le temps de détailler longuement ce beau service public quand même, comment toi, tu rentres dans le syndicat, quand est-ce que ça, ça devient sérieux? Quand est-ce que tu dis ok, je vais commencer à prendre ou accepter plutôt d'ailleurs, plutôt que de prendre des responsabilités et que ça prenne une plus grosse place dans ma vie, quoi? Comment ça se fait pour toi? En fait, ça se fait dans une logique où déjà, je suis relativement accompagné par les plus anciens sur place, voilà, qui m'invitent, avec qui j'ai la chance de pouvoir discuter. Je pense que c'est aussi ça qui manque beaucoup.
c'est de pouvoir avoir du débat, de pouvoir aussi s'exprimer, dire des conneries aussi des fois, hein, parce que évidemment ça nous arrive, moi le premier, le moins possible, mais enfin ça arrive, et du coup assez aiguillé par des plus anciens qui redonnent aussi une conception de ce qu'est le travail, et puis de la manière où on peut s'organiser collectivement pour lutter. Ensuite, moi je suis arrivé dans un endroit qui était un peu vieillissant, voilà, mais comme pas mal d'endroits, hein, mais enfin c'est pas une tare, hein, c'est comme ça fait partie de la logique démographique, et donc il y avait un besoin de renouvellement. Petit à petit, je me suis intéressé, ils m'ont accompagné dans cette trajectoire-là, et à un moment donné, ils m'ont fait une proposition pour prendre des responsabilités. Donc tu commençais quoi le... J'étais secrétaire général du syndicat, tout en ayant commencé par l'activité jeune préalablement, voilà. Oui, donc il y a une organisation de jeunes syndicalistes, enfin de jeunes travailleurs qui du coup sont souvent des jeunes... C'est ça, il y avait les jeunes CGT, donc c'est aussi une porte d'entrée pour toucher du doigt un petit peu l'organisation syndicale, qui, vue de l'extérieur, apparaît comme quelque chose de très rigide, un peu complexe, et en définitive est plutôt très souple, et où la vie démocratique est réelle, c'est ça qui est bien. Et si aujourd'hui on parle de... ça veut dire quoi être secrétaire général d'une organisation, une aussi grosse organisation en plus, c'est quoi ton quotidien? Enfin moi c'est toujours un truc qui m'interroge, c'est comment on gère en fait, parce que c'est trop souvent de travail, c'est quoi ton quotidien, comment tu arrives à trouver un équilibre là-dedans, enfin voilà, aujourd'hui c'est quoi? Ouais, c'est beaucoup de responsabilités, mais j'ai envie de dire, quand l'organisation nous le propose, on a le choix hein, d'accepter ou pas. Bon, ensuite c'est évidemment beaucoup de rigueur, du travail collectif. Moi, c'est la chance que j'ai dans ma responsabilité, c'est d'être entouré de camarades hommes ou femmes, que ça soit et à la fédération, mais aussi dans nos structures en territoire, de camarades très impliqués, très engagés. Donc, il y a beaucoup de travail collectif. Et après, c'est arriver à impulser un petit peu des choses. Mais c'est vrai que on touche du doigt et à la fois des sujets inhérents au quotidien, voilà, qui est le, je dirais, l'alpha et l'oméga de nos batailles. Hein. Et puis, la chance qu'on se donne aussi, c'est de pouvoir travailler des projets de plus long terme, des projets de société. Et concernant la SNCF, on a vraiment de quoi faire pour développer le train public. Donc, c'est beaucoup d'engagement, c'est des réunions, parce qu'il faut aussi pouvoir échanger, pouvoir aussi mener le débat contradictoire. Moi, je trouve que c'est une force dans cette organisation, c'est de mener le débat contradictoire. On a la chance de pouvoir affirmer des choses, dire des choses, sans forcément, comme je dis l'habitude de dire, emporter la timbale. C'est-à-dire que on porte un avis, on met des propositions. Le débat collectif, soit il nous permet d'avancer ensemble, soit aussi il peut continuer il se poursuit, je veux dire, et puis surtout, on peut ne pas gagner sur la proposition ou sur l'avis qu'on a, mais c'est vraiment un débat collectif et contradictoire en interne qui est vraiment intéressant, quoi. C'est intéressant aussi parce que moi j'ai l'impression que quelqu'un qui n'est pas syndicaliste a du mal à se représenter que être en responsabilité, et ça vaut pour une fédération comme celle des cheminots qu'une section d'entreprise, c'est avoir un rôle de coordination, évidemment un peu plus de pouvoir symbolique de les autres parce qu'on est plus écouté probablement, mais qu'au final on est quand même très le vrai pouvoir il se situe pas dans la personne qui a le mandat, mais dans le... Je pense qu'il faut évacuer cette logique de pouvoir. C'est une responsabilité. Voilà, il y a, comme on dit, un pilote dans l'avion, mais le pilote, il est pas seul, il a un équipage. Et ça, c'est, de mon point de vue, très important. Après, oui, il faut pouvoir aussi impulser des choses, donner envie, voilà, et toujours se sacraliser sur le fait qu'on représente des salariés. En l'occurrence, des cheminots, on représente des gens, on est élu en interne par un congrès, et quand on a des mandats électifs dans l'entreprise, on représente des salariés, des cheminots. C'est ça le fil conducteur qu'il faut garder, quoi. Je suis pas de transition, donc on va pas en faire. Non, je voulais qu'on parle du 1er mai, qui est une date qui arrive dans 2 jours maintenant, qui est extrêmement importante. Très importante, oui. Dans un contexte où il y a aujourd'hui, par ailleurs, une offensive patronale et gouvernementale sur le 1er pour essayer de faire travailler une partie des salariés ce jour-là. Moi, j'avais une question toute bête, mais qui me semble intéressante. Ça symbolise quoi pour toi, ce moment-là du 1er mai et cette manifestation? Déjà, le 1er mai, c'est une journée de lutte internationale. Les travailleuses et travailleurs. Donc, ça représente surtout le rassemblement des travailleuses et travailleurs du monde entier, avec les disparités qu'on connaît, avec des conditions de travail exécrables à certains endroits, avec aussi la possibilité de mettre un peu sur la place publique le fait que nous devons toujours et encore lutter pour obtenir des droits, notamment pour ceux qui en ont le moins possible, et puis préserver les droits de ceux qui en ont. Mais l'idée, c'est vraiment une journée où on fait état aussi et à la fois de solidarité,
dans les batailles, on rend un peu plus visible aussi les batailles qui sont menées, et puis on remet en exergue aussi des situations, y compris dans certains pays difficiles, du fait notamment de problématiques et puis de logiques géopolitiques dont on voit aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur le quotidien, quoi. Donc c'est vraiment une journée de rassemblement, une journée de solidarité, et une journée aussi qui doit faire force. En gros, travailleuses et travailleurs du monde entier, rassemblez-vous, organisez-vous et luttons ensemble. Voilà, c'est vraiment ça pour moi la connotation d'une journée telle que celle-là. Ça dénote un petit peu de cette logique, et la petite sirène qu'on entend, c'est la journée de la fête du travail. Alors oui, la CGT, Confédération Générale du Travail, se bat pour du bon travail, bien formé, des bonnes formations, bien rémunéré, de bonnes conditions. Mais c'est d'abord et surtout, de mon point de vue, cette journée-là, une journée de lutte qui doit mettre en éclairage les batailles qui sont menées de partout, quoi. Oui, puis il y a une forme de tentative d'opposition entre le manif du 1er mai, qui sont souvent les plus joyeuses, moi ça fait partie des manifs les plus joyeuses que j'ai vécues, et la réalité des revendications, quoi, qui sont des revendications d'amélioration de nos conditions de travail. Aujourd'hui, il y a une offensive du gouvernement des centristes, mais soutenus par le gouvernement, qui veulent mettre en place une proposition de loi pour faire travailler une partie des salariés le 1er mai. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne, au fond, qu'on vienne à chercher Pour H. Pinot, c'est pas étonnant, hein. Nous travaillons 365 jours par an. Voilà, on travaille les jours fériés, les week-ends, les vacances, etc. Donc, bon, c'est aussi ce devoir que l'on a en tant que cheminot, c'est d'assumer et d'assurer le service public tout au long de l'année. Cela dit, après, tout le monde ne travaille pas dans une entreprise de service public. Les jours fériés doivent se respecter en tant que tels. Et là, on voit bien, l'offensive, c'est dans une logique d'austérité budgétaire, aller gratter encore des moyens supplémentaires, dans une logique que d'ailleurs le Premier ministre développe de plus en plus. Il faut travailler plus, alors qu'elle n'est pas nouvelle. On a eu une succession de responsables politiques ces dernières décennies qui ont toujours eu ce slogan, travailler plus, il faut produire plus, etc. Nous, on dit, il faut travailler dans de meilleures conditions, et même, on devrait pouvoir travailler moins pour permettre une répartition du travail pour tout le monde. Ce que propose la CGT d'ailleurs, les 32 heures hebdomadaires. Mais cette offensive-là, elle n'est pas nouvelle. C'est là aussi, on voit l'archaïsme des libéraux, des politiques de droite et puis du MEDEF. On voit bien qu'ils ressortent toujours les mêmes recettes pour pouvoir assouvir leurs besoins de plus de finances, plus de monnaie, plus d'aller gratter les poches des salariés. Donc ouais, c'est encore une hérésie, et gageons à ce que ça ne prenne pas. Bon, je pense que là, on a à mettre en débat aussi entre nous dans le monde des salariés, le fait qu'ils ne peuvent pas nous faire les poches en permanence. Ils le font déjà sur les salaires, sur nos conditions d'emploi. Non, les jours fériés, ça participe aussi de la vie en famille, de la vie avec les amis. Ça permet de se rassembler. Et puis, c'est des jours figés dans l'année parce qu'il y a soit des fêtes de toute nature. Bon voilà, donc on peut pas toujours tout détricoter au nom de la finance exclusivement, quoi. Le 1er mai, il y a des revendications spécifiques, c'est lesquelles aujourd'hui, et je vais faire le lien parce qu'il y a aussi une grosse mobilisation qui débute le 5 mai à l'appel de la CGT à la SNCF. C'est quoi les revendications aujourd'hui que vous portez dans ton organisation sur le 1er mai et sur les semaines à venir? Je fais le lien parce que j'ai l'impression que toutes ces mobilisations sont liées au fond, quoi. Ouais. Et là où je pense qu'on va faire la différence avec d'autres, c'est que on met en exergue cette année un peu plus que d'autres, parce qu'on a quand même un contexte et à la fois géopolitique qui est quand même embourbé dans des conflits guerriers dans le monde entier. On voit bien que cette logique de guerre, elle prédomine avec, on nous parle d'économie de guerre, etc. Bon, la question de la paix va être prédominante sur cette journée du 1er mai. C'est ce que nous, la Fédération des cheminots, on a mis en exergue. Je sais que la Confédération y travaille. Besoin de réfléchir et de travailler cette question de la paix autour, évidemment, de l'arrêt des conflits dans le monde, mais aussi de cette culture de la paix. Et la culture de la paix, c'est quelque chose qui doit se travailler, s'approfondir et être mis en débat entre nous. Ça veut dire quoi, la culture de la paix? Mais ça veut dire surtout, déjà, faire en sorte que les stratégies géopolitiques qui impactent un certain nombre de territoires dans le monde entier arrêtent d'entraîner des guerres et donc d'affaiblir des populations, de tuer des femmes, des hommes et des enfants. Et puis surtout aussi, c'est une logique qui a toujours vocation à faire ramasser du pognon pour les mêmes. C'est-à-dire qu'une minorité se sert de ces stratégies géopolitiques pour ici acquérir, je dirais, un territoire qui a des forts intérêts en matières premières, etc. Il y a quand même un certain nombre de conflits qui sont de cette nature. Donc la paix, c'est l'arrêt des conflits parce que les populations qui en sont victimes n'y sont pour rien. Et la culture de la paix, c'est aussi concevoir une société juste, une société sociale, de justice sociale, une société où la répartition des richesses n'est pas un gros mot,
on nous taxe quand on fait grève de faire perdre de l'argent aux entreprises. Bon, ben, ça veut bien dire que quand on travaille, on en fait gagner. Bon, typiquement, oui, les salariés, hommes et femmes, produisent des richesses. Ces richesses-là ne peuvent pas aller dans la poche exclusive de quelques-uns. Voilà. Donc, la répartition des richesses, c'est de se dire, est-ce qu'on tape dans la poche des entreprises du CAC 40 qui ont fait 94 milliards de profits en 2024 ? Est-ce qu'on tape dans la poche, est-ce qu'on réajuste un petit peu les cotisations sociales d'un point de vue du patronat qui sont exonérés pour beaucoup d'entre eux? Est-ce qu'on arrête les aides publiques sans contrepartie? Tout ça fait des milliards d'euros qu'on pourrait mettre à contribution pour les services publics, leur développement, santé, dans les hôpitaux publics, l'éducation, les transports, le chemin de fer, etc., la poste, et puis aussi les salaires et l'emploi, le travail, là, lui donner un petit peu plus de force, et puis donner un petit peu aussi d'exotisme dans le travail. Un travail bien payé, avec une bonne formation, etc., ben, c'est un travail dans lequel les salariés s'épanouissent. Donc, la culture de la paix, c'est aussi travailler sur des conceptions de justice sociale et d'égalité de traitement pour toutes et tous. Oui, et toujours dans cette approche d'internationalisme, en fait, dont on parlait tout à l'heure, de les salariés qui ripostent et qui s'organisent à l'échelle internationale. Quoi. Exactement, et c'est pourquoi nous sommes aussi engagés dans des solidarités internationales avec d'autres pays sur des sujets très concrets comme les conditions d'emploi, sur les conditions sociales, et puis aussi un point de vue. Quelle conception on a des services publics? Nous, on travaille avec d'autres forces dans d'autres pays autour de l'Organisation européenne des syndicats de transport, où on travaille des projets pour, y compris, mieux travailler la coopération entre pays plutôt que la concurrence, qui est aussi un fléau contre lequel on se bat en permanence, quoi. Donc, vaste programme, en effet, ouais. Le premier, donc ce rendez-vous-là, donc d'ailleurs, soyez toutes et tous dans la rue à ce moment-là, c'est important. Il y a une carte sur le site de la CGT qui détaille les mobilisations Partons France et que vous pouvez rejoindre et qu'on vous invite à rejoindre. Ça, c'est l'échéance à court terme. Il y a une autre échéance, du coup, aussi à court terme, en vrai, où tu es en plein dedans, dans l'organisation, qui est le 5 mai. Qu'est-ce qui se passe le 5 mai à la SNCF? Mais nous avons, construit, en fait, avec nos bases militantes, avec les cheminots, la perspective de faire agir, alors, les personnels de deux filières aujourd'hui, que sont les contrôleurs et les conducteurs de train, de manière convergente le 5 mai, parce qu'il y a un mécontentement fort qui s'exprime, notamment sur des questions liées au calcul et la lisibilité de leur prime de travail. C'est un élément de rémunération de ces agents de la SNCF. Il y a aussi un problème d'organisation du travail au quotidien lié à des plannings qui n'arrêtent pas d'être modifiés, liés à une contrainte émergent avec un logiciel qui a été mis en place. Un logiciel qui, en gros, tripatouille de manière assez quotidienne le quotidien des cheminots. En fait, ce logiciel, il intègre quoi? Il intègre les cheminots à disposition pour soit conduire un train, quel que soit le style de train, les contrôleurs qui doivent accompagner ce train, et puis le matériel roulant à disposition. Ça fait un espèce d'effet checker, et il en ressort des propositions avec un agent de conduite, un contrôleur, un matériel. Et dès qu'il y a un aléa dans le quotidien, c'est-à-dire un train supprimé ou une autre problématique liée à un train qui n'a pas pu partir, la machine, elle remet tout en musique et elle refait donc les journées de travail. Ce qui fait que quotidiennement, on a les contrôleurs et les conducteurs directement touchés par ça, hein, d'autres cheminots aussi, mais eux très directement touchés par ça, qui voient leur journée de travail du quotidien complètement remodelée. Alors quand on a pris un rendez-vous chez le médecin, quand on a pris un rendez-vous pour accompagner ses enfants, quand on a pris un rendez-vous ou quand on a pris aussi un peu de temps pour soi-même, quand on se fait reboutiquer les journées de travail du jour au lendemain, eh ben ça crée beaucoup de mécontentement parce que ça désorganise la vie. Ça désorganise la vie familiale, ça désorganise la vie privée. D'autant que ces cheminots-là, particulièrement, les cheminots en général sont soumis aux contraintes du service public, des horaires décalés, les jours fériés, on en a parlé tout à l'heure. Mais les cheminots des filières contrôleurs ou conducteurs sont eux soumis à une contrainte supplémentaire, c'est de devoir assumer ce qu'on appelle des découchés, c'est-à-dire qu'ils dorment en dehors de chez eux, dès lors qu'ils prennent un train, je pars de Nice, j'arrive à Paris, bon ben je gare mon train, je dors quand c'est possible sur place et je repars le lendemain matin. C'est vrai pour d'autres catégories de lignes. Il faut savoir qu'un conducteur, un contrôleur, en moyenne, hein, sur une carrière d'à peu près 30 ans, c'est 5 ans qu'il passe en dehors de chez lui. Vous voyez, comme le niveau de contrainte auquel ils sont confrontés. Donc, ça, c'est une addition de situations de cette nature qui crée du mécontentement, avec en plus un contexte d'ouverture à la concurrence à la SNCF, qui crée en plus les conditions de plus de productivité, de pousser à travailler dans des conditions dégradées. Donc, le mécontentement est là.
Et nous, on a proposé, après débat en interne, à ce que, dans un premier temps, les conducteurs et les contrôleurs agissent à partir du 5 mai, sachant que nous demandons, depuis le début, c'est l'ouverture de négociations, parce que nous avons un certain nombre de propositions à faire, que ce soit pour les conducteurs et les contrôleurs, et que si des négociations étaient amenées à s'ouvrir, nous avons évidemment des propositions à mettre sur la table. C'est notre conception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une entreprise, un ministre qui nous dit le dialogue social, on y croit, on en veut, en veux-tu, en voilà. Bingo! Nous aussi, mais on veut des négociations. On veut des négociations, et pour qu'elles soient efficaces et positives, il faut mettre le rapport de force en face. Il faut que l'entreprise, elle sente que le mécontentement est réel. Une négociation n'a jamais abouti d'un point de vue positif sans qu'il y ait un rapport de force. C'est ce que nous essayons de construire actuellement. Les choses continuent de se discuter. Il y a des réunions aujourd'hui qui se tiennent avec la direction. Certainement, on espère des propositions qui pourront être faites. Voilà, nous on dit, on a encore le temps de revoir un peu la copie, ouvrez des négos, et vous aurez la CGT autour de la table avec des propositions, et vous aurez la voix et la parole des contrôleurs et conducteurs autour des tables de négociation. Alors, on va redétailler un peu tout ça, parce qu'il y a plein de questions, mais déjà, sur cette histoire de planning, du coup, si j'ai bien compris, c'est un algorithme, formule mathématique qui décide de l'organisation du travail, c'est ça? C'est ça. Et avant, du coup, c'était pas le cas. Avant, c'était plus manuel, je suppose, et ça fonctionnait mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se percutent. Il y a ce logiciel, là, une forme un peu d'intelligence artificielle qui fait un peu la politique du checker. Hein. Et puis, on a aussi des problématiques. Alors, donc là, le logiciel, il intègre, en fonction du nombre de conducteurs et contrôleurs à disposition, du matériel roulant qui est mis à disposition, il fait une conception de journée de travail. Voilà. Sur telle ligne, j'ai besoin d'un conducteur, d'un contrôleur, il va me faire tant d'allers-retours, etc. Sur telle ligne... Et donc, il rationalise, quoi. Il rationalise, et nous, on y met la problématique de l'emploi. Parce que si, à chaque aléa, suppression de train, arrêt, etc., enfin, tout ce qui peut faire la vie d'une entreprise, notamment celle de la SNCF, où il y a différents aléas qui font qu'un train, soit il est supprimé, soit il est arrêté en pleine voie, soit il y a des accidents, soit bon, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a aussi des possibilités de maladies. Hein. On a des agents qui, des fois, le matin, se lèvent et puis sont pas aptes. Bon, tout ça doit se gérer. Dès lors qu'on avait à une époque un nombre d'emplois suffisant, on avait ce qu'on appelle une réserve, c'est-à-dire que il y a des cheminots qui étaient à disposition pour pouvoir couvrir le train qui était soit supprimé, soit qui n'a pas pu partir. Entre guillemets j'allais dire comme les pompiers à la caserne qui n'interviennent que s'il y a c'est un peu ça, ouais. Ils sont là pour, entre guillemets, éteindre le feu, mais ils sont surtout à disposition pour permettre au train de repartir et au train de circuler, et donc de permettre aux usagers de prendre le train dans de bonnes conditions, quoi. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc nous revendiquons d'ailleurs le retour à des réserves. Alors, ça peut permettre aussi à la fois plus de souplesse pour l'obtention des congés, pour permettre aussi pallier aux aléas. C'est ce que l'entreprise refuse, parce que un des leviers pour elle, pour amoindrir ses coûts de production, c'est d'affaiblir le nombre d'emplois, d'agir sur la masse salariale. Bon, la question d'emploi sont prégnantes. Sur la question de l'organisation du travail, des fameux plannings, la question d'emploi est prégnante. C'est un élément que nous mettons aussi dans la négociation, que nous demandons à pouvoir aussi aborder dans les négociations à venir. Là aussi, on a des propositions très, très, très concrètes, la CGT. Alors, pour clarifier, parce que moi, du coup, j'avais compris qu'il y avait un début de négociation, en tout cas une discussion déjà avec la direction. Mais en fait, pas du tout, quoi. Il n'y a pas de... Il y a des discussions. Ok, on discute. Il y a des discussions. Il y a 2 rendez-vous. Il y en a eu un hier pour les conducteurs, un aujourd'hui pour les contrôleurs. Cela a été fixé depuis quelque temps. De ces rendez-vous-là, il y a 2 rendez-vous qui ont été proposés par l'entreprise. Un, le 4 juin pour les conducteurs. Un, le 11 juin pour les contrôleurs. Oui, nous comptons bien nous saisir de ces 2 rendez-vous-là pour pouvoir mettre nos propositions sur la table. Nous exigeons, et j'ai l'impression que c'est un gros mot dans cette entreprise, l'ouverture de négociations. Moi, j'en appelle à la direction, annoncer l'ouverture de négociations. Si ça doit prendre du temps, un peu de temps, ça prend du temps, mais au moins qu'on fixe les bases de qu'est-ce qui est mis sur la table et les organisations syndicales, la CGT, qu'est-ce que vous proposez? Et la négo, elle rentre pleinement dans son exercice. Voilà, aujourd'hui, on nous parle de groupe de travail, de ci, de mi, alors qu'il faille défricher en amont pour pouvoir un peu voir de quel... Oui, mais un groupe de travail, ça n'a pas de pouvoir. Le groupe de travail, il permet de défricher à l'instant T un peu une situation. Une table ronde de négociation, elle engage. Elle engage les syndicats avec leurs propositions et avec aussi le fait de faire mesurer aux salariés qui s'apprêtent à rentrer dans la grève si oui ou non c'est satisfaisant. Voilà. Et elle engage la direction
sur des engagements fermes qu'elle doit tenir sur la durée. Donc oui, c'est quelque chose d'assez solennel, mais surtout c'est quelque chose qui engage les deux parties. C'est une conception que la CGT porte avec le rapport de force qui doit aussi démontrer la puissance du mécontentement, mais aussi la volonté d'aller au bout pour pouvoir gagner sur les revendications. Donc voilà, c'est ce que nous demandons, des négos. Voilà, c'est pas un gros mot, il nous semble en 2025 de pouvoir accepter de la part de la direction de vraies négociations, et je pense que tout le monde en sortira grandi. Tu parlais de propositions, alors il y en a plein, donc on va les égrener au fur et à mesure. Il y en a beaucoup. Peut-être d'abord pour ce sujet-là, on dit personnel roulant, tu me dis si je me trompe, des conducteurs, des contrôleurs, tu disais aussi les matériels aussi tout à l'heure, je sais pas exactement ce que c'est, donc par ailleurs j'en profite si tu veux expliciter, mais déjà c'est quoi là les revendications et propositions d'évolution et sur ces métiers-là? Ben là, typiquement, on a lié à leur contrainte de travail ce que je disais tout à l'heure. Chez les conducteurs, il y a une prime dite prime traction, c'est une prime de travail, c'est un élément de rémunération globale d'un conducteur, ça représente un tiers, voire un peu plus, de sa rémunération globale. Voilà. Il y a un traitement de base, et ensuite, cette prime de travail, elle intègre les allers-retours, la technicité, les aléas de production, les découchés, les fameux découchés, etc. Donc ça constitue... En fait, une prime de pénibilité. On peut le lire un peu comme ça, quoi. Ouais, alors c'est un peu réducteur parce que ça intègre quand même beaucoup d'autres choses, mais on peut le résumer comme ça si c'est plus fluide et plus vulgarisé. En effet, cela dit, c'est un tiers de la rému. La prime actuelle, telle qu'elle est calculée, elle a plus de 50 ans. Donc elle est un peu vieillarde, et aujourd'hui il y a un manque de lisibilité. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte pour pouvoir la calculer. Donc moi salarié, je sais pas combien je vais toucher à la fin. Exactement, chaque cheminot ne peut pas avoir une lisibilité claire de ce qu'il touche réellement. Nous, ce qu'on propose, c'est une refonte de cette prime pour les conducteurs avec 3 axes. Une base garantie qui permet d'avoir un élément fixe qui tienne compte à la fois des aléas de la vie, inaptitude, temps de maladie, etc., qui fait qu'on ne perd pas d'argent vis-à-vis des aléas de la vie. Une autre prime, du moins un autre élément dans la prime lié à la production. Là, techniquement, c'est l'amplitude passée au travail. Pour les conducteurs, le temps passé en tête de machine, avec la charge mentale que ça demande, avec la responsabilité. En tête de machine, je suppose se dire c'est la personne qui vraiment conduit et a la responsabilité de... Bah oui, ce qu'on préfère, nous, c'est que le conducteur soit en tête de machine. S'il est en queue, ça fonctionne pas bien. Voilà. Donc oui, en tête de machine, pour pouvoir assumer sa responsabilité, avec la charge mentale que ça entraîne, et puis toutes les choses inhérentes au travail de nuit, etc. Ça, c'est une partie purement production. Plus une autre partie qu'on souhaiterait pouvoir aussi mettre sur la table à discuter, c'est la technicité du métier. On est conducteur de TGV, souvent en fin de carrière, on est conducteur d'un train TER, d'un train corail, d'un train fret. C'est pas les mêmes matériels roulants, c'est pas les mêmes exigences. Typiquement, un conducteur au TER va avoir plus de moments d'arrêt du train, parce que quand on prend un TER, il y a beaucoup plus d'arrêts, c'est beaucoup plus échelonné. Et on a aussi des particularités aujourd'hui voulues par l'entreprise dans une logique d'économie. Certains trains ne sont pas dotés d'un contrôleur. Ce qui fait que toute la charge inhérente à la sécurité de la circulation des voyageurs, c'est tout con, mais quelqu'un qui sort du train, qui se casse la gueule sur le quai ou qui se tord la cheville, on laisse pas partir. Le train repart pas. Ça revient maintenant à la responsabilité du conducteur. Alors, il ne s'agit pas de payer les contraintes supplémentaires, mais en l'occurrence, ça fait partie aujourd'hui d'éléments de technicité qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Donc, on a ce type d'éléments à poser sur la table, de rendre plus lisible la dite prime de travail, et puis de la rendre plus juste pour l'ensemble des conducteurs de train, qu'ils soient au TER, au fret, sur des trains corail ou des TGV. Voilà typiquement un peu en vulgarisant, en essayant d'être à peu près clair, la proposition que l'on fait sur cette question de la prime de travail. Alors, je dérive un peu, mais c'est quoi l'impact du fait d'être en fait des travailleurs isolés pour les conducteurs? Parce que moi, quand tu me dis ça, je me dis qu'est-ce qui se passe s'il y a, je sais pas, une problématique dans la rame, une situation de bagarre qui peut arriver dans un train surchargé, des choses comme ça. Oui, bagarre, malaise, etc. Il y a plein de choses. Comment ça se traduit en termes de... Mais en fait, là, il y a plusieurs choses, parce que on viendra sur les contrôleurs ensuite, parce que ils vivent aussi des contraintes inhérentes à leur métier assez difficiles. Les conducteurs de train, particulièrement quand ils sont seuls, parce qu'ils sont seuls en cabine, mais quand ils sont seuls dans la rame, ce qui peut arriver au TER, il faut se dire aussi qu'avec les suppressions d'emplois massives qui ont eu lieu ces 10 dernières années à la SNCF, il y a des gares, des arrêts de train où il n'y a plus un cheminot. Ce qui fait que tout au long de son parcours, l'agent de conduite, le conducteur de train ne voit personne. Il a quelqu'un au micro
dans les postes de régulation, il n'a personne sur le quai, il n'a personne avec qui pouvoir partager un petit peu un moment difficile, et puis il n'a surtout personne à interpeller en cas, voilà, quand il faut appeler les secours, quand il faut appeler les pompiers, quand il faut appeler je ne sais qui. Voilà. Et ça augure de la charge mentale supplémentaire. C'est-à-dire que il a un surplus de responsabilité qu'à un moment donné, ça reste que des hommes et des femmes, nos conducteurs de train. C'est pas pour le coup, c'est pas des machines, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, c'est aussi tout ça, ce à quoi ils sont confrontés. Et en l'occurrence, tous les jours, parce qu'on peut se dire, quand même, c'est supportable. Et puis, de coucher en dehors de chez soi une fois ou deux, c'est supportable. Enfin, de quoi on parle? Quand on dit, par exemple, que c'est à peu près 5 ans sur une durée de 30 ans de carrière que l'agent en question, il dort en dehors de chez lui, c'est autre chose, hein. Là, on ne conçoit plus les choses de la même manière. 5 ans en dehors de chez lui. Bon, et typiquement, dans l'exercice de leur métier aujourd'hui, on a aussi des problématiques liées à la formation. Nous, on considère la CGT qu'il faut renouer avec ces questions-là, mais là, ça touche pas que les conducteurs et les contrôleurs, ça touche tous les cheminots, ce qui nous concerne. On a besoin de renouer avec de la formation professionnelle qui permette de bien maîtriser son métier, son environnement professionnel et les articulations. Parce que si on a la chance d'avoir plusieurs métiers à la SNCF, ils sont pas là pour rien. Ils sont articulés entre eux. Nous, on le dit, bon, là, il y a la configuration des trains sans contrôleur. Bon, il y a des trains avec contrôleur, heureusement. Bon, il y a des trains où il faudrait plus de contrôleurs. Voilà. Typiquement, sur beaucoup de TGV aujourd'hui, on le voit, hein, pour ceux et celles qui le prennent, le train. Alors, je les invite à continuer à prendre le train public. Mais les trains sont quand même blindés. Un agent dans une rame pour à la fois assurer sa responsabilité de contrôle des billets, ça paraît quand même peu, de pouvoir subvenir aux besoins d'information, d'accompagnement des gens. Voilà, moi j'ai une correspondance dans telle gare, est-ce qu'elle va être assurée, j'ai ci, j'ai là, pour peu qu'il y ait un malaise. Et puis peut-être aussi la conflictualité, ça arrive, des fois les uns les autres sont un peu énervés, on est content de partir en vacances, des fois on s'agite. Bon, le contrôleur doit gérer tout ça, tout seul c'est impossible. Voilà. Donc nous on demande, au moins dans les TGV, qu'il y ait 2 contrôleurs par train pour pouvoir assumer l'ensemble de cette charge. Et puis, le contrôleur, il a un rôle que peu beaucoup connaissent. Il a un rôle d'assurer la sécurité des circulations. C'est de permettre à ce que le train arrive d'un point A à un point B sans qu'il y ait d'aléas, ou du moins de pouvoir les gérer. Un arrêt en pleine voie, on évite que les gens ils sautent dans les talus puis qu'ils partent partout. Quand il y a des accidents de personnes, s'il y a un malaise voyageur, là c'est pareil. J'appelle la garde après, il me faut les secours, etc. Bon, ce personnel-là a des responsabilités très importantes. Ce métier doit être connu pour les conducteurs et les contrôleurs. Ce qu'il faut retenir, il y a un besoin de reconnaissance des métiers. Alors tu vas me dire, Thierry, t'es gentil, mais c'est pour tout le monde pareil. Oui, bien sûr. C'est ce pourquoi nous, on propose, je l'ai dit il y a 2 minutes, à ce qu'on réouvre des négos pour tous les cheminots sur la formation professionnelle qui leur permette d'acquérir de la qualification, des évolutions de carrière, et donc être bien positionné sur une grille salariale qui tient compte de tout ça et qui paye justement le travail. Ce pourquoi nous proposons aussi, pour tous les cheminots, en plus des contrôleurs et conducteurs, l'établissement d'une grille unique des salaires, parce qu'aujourd'hui, nous avons des cheminots qui sont au statut, et depuis le 1er janvier 2020, nous avons des cheminots qui sont dits contractuels. Les cheminots contractuels ou au statut produisent du train, sont soit dans un atelier du matériel, soit agents de conduite, soit contrôleurs, soit à l'équipement sur les voies. Ils font le même métier. Soit dans les voies, ils font le même métier. Donc nous, on considère qu'ils doivent être payés de la même manière, de façon égalitaire. Ils doivent être aussi formés de la même manière. Donc c'est une question de droit qu'il faut pouvoir retravailler, des droits transverses pour que tous les cheminots puissent entrevoir le fait que d'être bien formé, d'être bien rémunéré, c'est aussi un moyen d'être bien dans son travail. Parce que nous, ce qu'on pense, et là typiquement, c'est vrai à la SNCF, c'est vrai dans beaucoup d'autres entreprises, la formation, elle est négligée, c'est considéré comme un coût. Nous, on considère que c'est un élément de répartition des richesses. C'est un investissement dans le personnel pour qu'il puisse mieux assumer l'évolution de son travail, les nouvelles technologies, de pouvoir être aussi remis en selle quand il a besoin d'un peu de peps dans sa carrière, qu'il puisse aussi concevoir que ce qu'il fait sert à quelque chose. Voilà le débat dans lequel nous sommes actuellement, et au travers des contrôleurs et conducteurs, mais au travers de toutes les revendications portées dans le secteur ferroviaire chez les cheminots. Donc typiquement, nous sommes vraiment dans une logique de retravailler quelque chose qui cimente le corps social cheminot. Ce pourquoi nous avons fait la proposition, à l'appui de ce qui a existé un peu dans l'histoire de la SNCF, c'est-à-dire un statut. On voudrait retravailler un nouveau statut du travail salarié, du travail cheminot,
pour que chacun puisse avoir des droits similaires et qui puisse aussi pouvoir bénéficier un petit peu d'accès à des promotions, pouvoir accéder à des formations, pouvoir aussi entrevoir des changements de métier en interne, voilà, et que ça puisse asseoir des droits pour tout le monde. Voilà, ça pour nous c'est très important. Donc c'est vraiment ça dans le débat dans lequel nous sommes vis-à-vis de cette grève à partir du 5 mai. Avant de revenir en détail sur ce truc de nouveau statut des travailleurs cheminots, est-ce que on peut revenir sur ce qu'on a abordé au début, qui est la multiplicité des métiers à la SNCF. Donc, on a parlé des roulants. C'est quoi les autres corps de métier? C'est quoi aussi les situations que ces métiers-là traversent? Parce que j'ai l'impression que la précarisation, elle est globale. Oui, elle est partout. Typiquement, et au risque d'en oublier quelques-uns, je m'en excuserai auprès de mes collègues, mais pour l'essentiel, on a les agents du matériel. Ils sont chargés de la maintenance du matériel roulant, avec des pas de visite et maintenance plus ou moins lourds, hein, et à la fois en fonction du matériel et en fonction du nombre de rotations et de ce qu'il y a à faire dessus. Des fois, c'est on révise, on change les semelles de frein, puis des fois, on démonte tout le moteur et on le refait à neuf pour que ça puisse repartir pour un certain nombre de kilomètres. Voilà. Dans ces métiers-là, il y a en effet beaucoup de précarité. L'entreprise, elle se saisit de ces métiers hautement techniques, pourtant, hautement techniques, qui eux aussi doivent être mieux reconnus. Elle s'en saisit pour faire rentrer, des CDD, etc., sans les former, tout en les utilisant, par exemple, sur un laps de temps très long. Ce qui veut dire que s'ils utilisent ces CDD sur un laps de temps très long, c'est que la charge de travail, elle est stabilisée. Nous, on dit embaucher ces CDD, embaucher ces jeunes. Et l'embauche de cheminots jeunes, et même un peu moins jeunes, dans ces ateliers, là aussi, ça donne les moyens de bien travailler, de créer plus de souplesse dans les journées de travail, et puis d'assumer son travail sans faire le moins de conneries possible et sans se mettre en danger. Donc, il y a les agents du matériel, voilà. Il y a les agents de l'équipement, ceux et celles qui travaillent sur les voies, hein, qui changent les voies, qui régénèrent aussi une partie des voies, c'est-à-dire qu'ils les mettent à niveau, qui les modernisent, ceux et celles qui travaillent aussi sur les lignes électriques, voilà, et puis tous les appareils de voie, hein, les aiguillages, tous ces aspects-là. On a aussi, je disais tout à l'heure, les agents commerciaux, voilà. Dans les gares, alors il y en a de moins en moins, mais nous continuons de revendiquer la présence humaine dans les gares. Les gens... Oui, ne serait-ce que pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec Internet. Mais il y a ça, c'est qu'aujourd'hui, oui, on vit tous avec un portable, etc. Mais quand on a besoin d'informations, de conseils, etc., qui mieux qu'un professionnel de la SNCF pour à la fois prendre le temps pour s'informer et à la fois prendre le temps sur les tarifs qui existent, qu'est-ce qui est bon pour moi, vous me proposez quoi, je veux aller, j'en sais rien moi, de Paris à Perpignan, je passe par où? Bon, il y a des trains directs, ça se passe bien, mais est-ce que je suis obligé de faire un arrêt à Lyon pour repartir? Non, pas spécialement, il y a un train direct, vous êtes là, tel âge, il y a tel tarif, machin, là. Bon, ça, si on se parle pas, c'est des choses qui sont méconnues de la part des usagers. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et puis, il y a le service après-vente. Et puis après, il y a tout un tas d'aléas. Comment on prépare un voyage, comment on l'accompagne, comment on va au bout avec eux, au bout de l'aventure avec les usagers. Donc, il faut du monde dans les gares. Il faut du monde sur les quais. Excusez-moi, monsieur, le train pour Bourg-Saint-Maurice, hein, comme dirait le film, il n'est pas affiché. Voilà, l'agent d'escale, il arrive, il aide. Oui, c'est normal, c'est pas le bon quai, c'est le quai d'à côté. Bon, ça paraît tout con, mais on a besoin d'être aiguillé. Moi, en tant que cheminot, ça m'arrive très peu. D'aller prendre l'avion, très très peu. On verra pourquoi. Même si je n'oppose pas les modes de transport. Dans un aéroport, je suis mal à l'aise. La signalétique de l'aéroport n'est pas celle d'une gare. Je cherche toujours quelqu'un qui puisse m'informer. Si c'est vrai pour moi, je ne suis pas mieux que les autres, hein, on est fait pareil. C'est vrai pour des millions de personnes, les usagers de la SNCF ont besoin de ça. Donc oui, il faut des hommes et des femmes dans les gares, dans les trains. Donc il y a nos agents commerciaux qui sont là pour accompagner, informer, renseigner, etc. Et puis, on a aussi tous les cheminots qui sont en arrière-boutique, qu'on ne voit pas, qui travaillent dans les bureaux administratifs, qui font la paye des cheminots, qui traitent un certain nombre de dossiers administratifs directement liés à la vie personnelle des cheminots. Il y a ceux et celles dans les cabinets médicaux. Voilà. Pourquoi on parle de famille cheminote? Parce que pour produire un train de qualité et en toute sécurité, il faut que tout ce beau monde travaille ensemble. C'est tout ce qui est aujourd'hui, c'est tout ce qui est fait en contraire aujourd'hui, c'est-à-dire que ouverture à la concurrence, ils sont enquistés les uns les autres dans des activités fermées, étanches les unes des autres, les nouvelles filiales viennent de se créer, les cheminots des filiales n'ont plus de lien avec les cheminots d'autres filiales, c'est une aberration, parce qu'on a besoin de mutualiser les moyens de production,
Voilà, des cheminots de l'accueil, des cheminots de la vente, des conducteurs, etc., qui pourraient pouvoir faire aller dans d'autres gares, aller dans d'autres matériels roulants. On a besoin, voilà, donc c'est très étanche aujourd'hui. Donc on a besoin de renouer avec une mutualisation de moyens. En plus, ça permettre de réaliser des économies à l'échelle, mais surtout d'être plus efficace, d'être plus réactif, de pouvoir vraiment contribuer à cette obligation que les cheminots se fixent. Faire circuler des trains 365 jours par an, jour et nuit, quand il y en a. Voilà. Y compris les trains fret. C'est ça l'obligation d'un cheminot. C'est pourquoi nous avons un statut pour ceux qui en ont un encore. Et c'est pourquoi nous voulons en créer un. Nous voulons créer un nouveau statut du travail cheminot pour cimenter à la fois des droits, donc des règles communes de droit pour bien travailler, qui relient les questions de rémunération, de congés, de conditions de travail, de quotidien, mais aussi qui allie le fait qu'il y a des devoirs quand on est un cheminot. Quand on est cheminot, faire circuler un train, c'est exigeant. Donc on doit être disposé, disponible. On doit aussi créer les conditions d'assumer ce qu'on appelle la continuité de service. C'est-à-dire, je prends mon train à telle heure, il arrive à telle heure à telle gare. Si entre deux, j'ai écrasé un sanglier puis que mon train il s'arrête, je vais prendre du retard. Par contre, mon train, je dois aller au bout avec. Alors souvent, on change de conducteur, etc. Mais le train, d'où la souplesse, je retrouve un conducteur disponible, il rentre en bécane, il amène le train à bon port. C'est ça la continuité de service, et puis plein d'autres aléas. On a ce devoir-là, les cheminots, et c'est ce à quoi nous sommes toutes et tous attachés. Et bien c'est ce vers quoi on veut emmener la famille cheminote, nous la CGT, c'est concevoir ensemble des perspectives de droit, mais qui répondent aussi à des devoirs que l'on doit assumer en tant que cheminot de la SNCF, une SNCF publique qui répond aux besoins de transport des usagers, des chargeurs considérant le transport de marchandises. C'est une belle aventure en 2025, de remettre sur la place publique le débat, c'est quoi le service public qui doit répondre à quoi? Il manque de moyens, le service public. Par contre, aujourd'hui, on a un gouvernement, mais dans une succession de gouvernements, qui n'a pas peur de mettre plus de 400 milliards dans l'armement, qui au niveau européen, des gouvernements se sont associés pour trouver 800 milliards d'euros pour réarmer les pays. Bon, ben du pognon, il y en a. Du pognon, il y en a. Ils l'ont trouvé certainement sous le sabot d'un cheval. Bon, nous, on dit, ce pognon-là, il doit servir à l'intérêt des usagers. Moi, je comprends ceux et celles qui râlent. Je paye des impôts, on me ferme mon école, mon hôpital et ma gare. L'impôt que je paye, il me permet juste de voir un rond-point la veille des élections municipales. Ben, ça suffit pas, ça fait pas la maille. Donc oui, les impôts, il en faut, mais par contre, il faut qu'ils soient utilisés à bon escient. On maintient les hôpitaux publics ouverts avec du bon matériel et des personnels soignants formés. On maintient des gares avec des cheminots, on fait circuler des trains. On maintient des écoles avec des profs bien formés et pas des classes surchargées. On maintient des postes, etc. machin. C'est ça qui fait aussi le ciment d'une société. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des endroits où on a des services qui nous permettent de pouvoir assumer et puis et assurer notre quotidien. Donc ça, en 2025, pour nous, c'est une idée moderne. Le service public est moderne. Donc nous sommes engagés fièrement, la CGT, avec d'autres, dans des batailles d'intérêt général. Voilà. À la CGT, c'est un peu un mot qu'on aime bien, qui est la double besogne, c'est cette idée-là, c'est qu'on défend les salariés maintenant et on a un projet au long terme qui est hyper fort dans le cas des cheminots, mais comment syndicalement, en fait, on s'empare de ça? Ça veut dire quoi concrètement dans la stratégie, dans la revendication? Comment on mène cette bataille-là au quotidien? Cette bataille-là, elle se mène déjà par la possibilité qu'on a ou pas d'être auprès de nos collègues. Nous, on a la chance d'être très implantés. On a des syndicats de proximité, ce qui nous permet d'avoir des militants et militantes en proximité sur les lieux de travail. Donc là, je dirais, c'est les premières sondes. Qu'est-ce qui va pas? Hop, moi, il me manque ma paire de chaussures de sécu. Ok, l'hôtelier n'y a pas répondu. Je vais le voir. Et tu règles ça. Il a besoin de sa paire de pompes sécu. Mon armoire, il ferme pas à clé. C'est tout con, hein. Mais enfin, une armoire qui ferme pas à clé, j'ai mes fringues dedans. Bon, c'est mes fringues. J'ai envie que ça soit sécurisé. J'ai pas de douche ou alors elles sont pourries. Voilà, elles ont pas été, on n'a pas réinvesti dans les douches. Il y a des cafards et tout dedans. Peut-être que ce serait bien de moderniser les douches. Ah tiens, j'ai embauché des femmes dans un atelier du matériel. Il faudrait peut-être prévoir des douches pour les femmes. Ah bah ouais, mais si je fais des douches pour les femmes, il faut que je modernise les douches pour les hommes. Ça me coûte trop cher. Voilà à qui on a affaire dans certains établissements. La double besogne, c'est ça. On traite le quotidien. On traite le quotidien qui permet à nos collègues de bien travailler tous les jours avec des choses simples. Et puis, on a aussi une conception de société. Voilà.
Et on s'autorise, nous, à la CGT, d'avoir une idée du service public, de ce à quoi il doit répondre, du nombre de gares qui doivent être desservies, de se dire que peut-être que les fameuses petites lignes, les lignes de desserte fine du territoire, il ne faut pas les fermer, mais les maintenir en vie ou les redévelopper. Il faut maintenir telle gare, tel triage pour faire des trains fret, parce que c'est d'utilité publique. C'est une conception de société. Donc oui, on part du quotidien de nos collègues, on essaie de travailler avec eux. Peut-être qu'on a des manques. On va essayer de le rétablir vite. Mais enfin, on nous a sucré aussi des moyens de représentation du personnel avec la mise en place des CSE qui avaient eu cette vocation à, je dirais, extraire un petit peu les représentants du personnel, les sortir un peu de leur lieu de production et puis de les professionnaliser. On dénonce ça. Il faut renouer avec des représentants du personnel, des représentants et représentantes de proximité qui puissent écouter, discuter avec leurs collègues, les informer, débattre avec eux et avec elles. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Donc nous, on a encore cette chance d'avoir des militantes et militants. Dans d'autres organes, c'est pareil. Je sais qu'on n'est pas les seuls, heureusement, mais on résiste pour pouvoir préserver ça. Et c'est ça, le salut d'un syndicalisme qui joue pleinement son rôle, qui soit à l'écoute des salariés, qui construise avec eux, qui détermine des perspectives à mettre en œuvre. Bon, ben voilà, peut-être qu'on a eu des moments, pas de flottement, mais de manque, pour différentes raisons. Moi, je souhaite qu'on rétablisse vite tout ça. Et la CGT, la Fédération des cheminots, mais je sais que la CGT, plus globalement, est aussi investie, la Fédération des cheminots va s'atteler à être encore plus présent auprès de nos collègues, tous les jours. Et nous sommes là pour les écouter. Et nous sommes là pour traiter leurs problèmes. Et nous sommes là pour construire avec eux. Et puis leur donner aussi un peu des perspectives. Il faut qu'on respire par le nez un peu dans cette société-là. on est enquistés dans la tristesse, dans la guerre, dans les conflits, dans l'opposition les uns des autres, dans tout un tas de situations de division. Bon, ouais, c'est pas le monde des oui-oui que je décris là. C'est des choses qui sont entre nos mains. Mais tout réside dans quoi? La capacité ou pas qu'on a à débattre, à discuter, à informer, à écouter son collègue. Collègue, il arrive, il est mal luné le matin. Bon, on l'écoute, il a peut-être un problème un peu perso, il a envie de se livrer un peu, on l'écoute. Alors, on n'est pas des assistantes sociales. Par contre, on est là aussi pour écouter. Et en définitive, on va se rendre compte que son problème, il est lié à son travail, que son taulier, il lui a mis la pression, que sa mutation, il l'a pas eu, qu'il n'a pas son matériel pour bosser. Je suis allé dans un atelier, écoute ça, je suis allé dans un atelier il n'y a pas longtemps. Beaucoup de jeunes. Les mecs, ils sont confrontés à une chose, mais qui est folle. On leur dit, du jour au lendemain, je veux faire des économies, je ne prends plus en charge le nettoyage de ta veste de travail. C'est-à-dire que tu rentres chez toi avec ta veste pleine de merde, plein de gras là, qui peut en plus défoncer ta machine à laver. Enfin bon, bref, ça c'est la technique. Faudrait que je me rencarde avec mes anciens collègues quand j'ai bossé dans la livraison. Et là, je me dis, putain, mais on en est rendu là. Donc, économie à réaliser, je lave plus tes fringues. J'en croise un autre qui démontait un capot là. Il avait un tournevis sans manche. J'ai dit, mais les gars, on est à la SNCF ou on est où là? Donc là, des choses très simples. On est monté voir le taulier, demande d'audience, bim bam, trouvez-nous des tournevis, trouvez-nous une quai de 13, trouvez-nous, j'en sais rien, moi, une clé à molette, puis faites en sorte que chacun puisse bosser correctement. Ils vont quand même pas gratter la terre avec les ongles. Bon voilà, donc on fait aussi ça. Alors moi, ça m'agace, c'est pour ça que je m'enflamme un peu. Ça m'agace. C'est normal, ça t'agace. Parce que le devoir de l'employeur, c'est de donner les moyens de bien travailler. Et là, on en est rendu à des situations, alors on s'écarte un peu de nos conducteurs et contrôleurs, mais qui vivent d'autres choses. Des fois, c'est la dotation de tenue. Des fois, elle est trop grande, trop petite. Bon, alors on va nous dire, ouais, vous êtes bien gentils, les gars, mais enfin, il y a pire ailleurs. Oui, il y a toujours pire ailleurs. Hein. Toujours est-il que l'employeur doit donner les moyens de bien travailler. Et ça, c'est vrai à la SNCF, c'est vrai partout. Et pour exiger à ce qu'ils répondent de cette obligation-là, l'employeur, il faut s'organiser. Et c'est pour ça que, si on reprend un petit peu le début de nos discussions, pourquoi s'engager, comment c'est venu? Parce que face à l'employeur, tout seul, on n'y arrive pas. Et que face à l'employeur, il faut qu'on s'organise et qu'on crée les conditions de structurer des débats, de prendre des décisions collectives, démocratiques. On ne peut pas avoir raison en se levant le matin. Oh tiens, aujourd'hui, je pense ça, je vais faire comme ça. Oh tiens, le lendemain, je pense ça. Non mais les gars, si c'est ça, dès qu'il y en a qui pète dans un tuyau, on part dans tous les sens. Donc il faut un peu se structurer. Et se structurer n'est pas antinomique avec faire vivre la démocratie. Voilà. Faire vivre la démocratie, c'est donner un avis, porter un point de vue et accepter le débat contradictoire. Si on arrivait à renouer un peu avec ça, dans les entreprises, dans le quotidien, dans les bistrots, dans les lieux publics, je peux vous assurer que les gens, et je peux t'assurer, Clément, que les gens se porteraient bien. Parce qu'au moins, ils auraient toujours la sensation et le sentiment d'être entendus et ils pourraient s'exprimer. Voilà. Et donc, on a besoin de s'organiser. On a besoin de créer les conditions, de montrer une force vis-à-vis du patron,
pour gagner les sujets locaux. Et puis, on a besoin de montrer une force vis-à-vis des pouvoirs publics pour, nous, on considère le développement du service public. Ce dans quoi on a engagé d'ailleurs sur beaucoup de points du territoire pour les batailles de petites lignes et de réouverture de triage marchandises. Si on découpe un petit peu on va dire ce rêve du service public qu'on a à la CGT, d'abord il y a une question de maillage territorial, on a un peu parlé, les petites gares, que tout le monde ait accès au service public de transport, mais il y a aussi une question écolo du coup. Oui. Comment ça, c'est environnemental, quoi tout à fait. On en a déjà. Je vais dire des choses que probablement des gens savent déjà, mais le train est plus écolo que l'avion. C'est quoi notre projet là-dessus et comment on construit en fait un service de transport écologique, égalitaire, etc., etc. quoi. Alors, déjà, il faut que chacun se resitue dans son rôle. On parlait des impôts tout à l'heure. L'État doit reprendre son rôle. On ne peut pas envisager des entreprises publiques, comme la SNCF, comme les hôpitaux publics, comme les écoles. Alors, c'est pas une entreprise, les écoles, mais ces administrations publiques, on ne peut pas les envisager comme des machines à cash. Souvenons-nous ce qu'a dit le président de la République à l'arrivée à son premier mandat. Tout doit être marchand. Je veux faire du business avec tout. Mais freine, Mimosa, freine. Tout ne peut pas être marchand. Tout ne peut pas être marchand. On a besoin de créer les conditions et de mettre des moyens. Et surtout, qu'une entreprise ne soit pas en perte permanente, évidemment, mais qu'elle ne fasse pas de profit, c'est pas grave. La SNCF n'est pas obligée de faire des profits. Pourquoi aujourd'hui on en parle comme si c'était normal? Mais parce que l'État se désengage, lui confère l'obligation de payer une partie de la régénération des voies par le fruit du travail des cheminots. Donc il y a le désengagement de l'État auquel on doit pallier nous, voilà. Et puis il y a aussi une conception de maillage territorial. Est-ce que je mets les moyens pour les métropoles? Est-ce que je mets les moyens pour les lignes de desserte fine? Est-ce que je mets les moyens parallèlement pour les triages fret, pour pouvoir concevoir des trains, mettre les trains au pied des usines, des zones logistiques, des zones industrielles, pour permettre à ces grands logisticiens, ces industriels de mettre leurs marchandises sur des trains? Donc, deuxième mode le moins polluant après le fluvial. Voilà. Ou est-ce que je me dis, de toute façon, il y a la route, ça suffit bien, etc. Ou est-ce que j'abandonne toute une frange du territoire? 38% de la population française vit en milieu rural. Plus de 58% d'entre elles fait 10 à 100 km par jour pour aller au travail. Qui veut dire utilisation de la bagnole, quand on en a une. Alors, sans borne en vélo, c'est peut-être peu qu'il faut, mais enfin, faut être costaud. Bon, il y en a, mais tout ça pour dire que ça engage des contraintes supplémentaires. Donc oui, il faut réhabiliter des gares en proximité. Il faut remettre de l'accès au train le plus en proximité possible. Il faut permettre au train de circuler dans des endroits les plus retranchés, parce que ce sentiment d'abandon, il est terrible, en fait. Il est terrible. Et quand on se sent abandonné par les pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, on ferme ma gare, mon hôpital, mon école. À un moment donné, je me raccroche à quoi? Les politiques m'écoutent pas. Et puis on entend la petite phrase. Il y en a qu'on n'a jamais essayé. Alors, il y en a que nos ancêtres et nos anciens ont essayé. C'est notamment l'extrême droite aux bornes de la Seconde Guerre mondiale, et puis avec des dirigeants politiques qui étaient en place, qui étaient d'extrême droite. Pétain, par exemple, et puis bien d'autres, et puis qui ont été d'ailleurs des points pour construire le parti politique souvent mis en avant aujourd'hui, le Front National, qui ne répondra jamais, de toute façon, de ces besoins qu'ont les salariés dans leur travail, de ce qu'ont besoin les populations en matière de services publics. Donc le sentiment d'abandon, il peut faire glisser aussi vers un vote Front National, en imaginant que parce que on les aurait jamais essayés, moi je dis attention, certains les ont déjà essayés et puis ça fait mal. Voilà. Donc nous, on le réaffirme, nous ne voulons plus les réessayer. Voilà. Il y a les belles paroles et il y a ce qu'ils sont vraiment. Voilà. Quand on a été construit par des anciens de la Waffen-SS, ça sent pas très bon quand même. Je ferme la parenthèse. Revenons à nos moutons. Toujours nécessaire. Eh ben, nos gares, nos triages, nos lignes, typiquement, oui, elles répondent de l'intérêt général. Et il y a des moyens pour ça. Alors ça tombe bien. Nous, on mène des batailles en local avec des associations d'usagers, quelques ONG, des élus politiques progressistes, voilà, avec des projets. Voilà, moi, je me suis déplacé récemment à Ussel, en Corrèze, où il y a un projet de réouverture de ligne. Voilà, une réouverture de ligne qui coûterait 23 millions d'euros. Ok, c'est pas une paille. Ok, 23 millions d'euros à l'échelle de l'investissement que c'est pour des décennies, ça se trouve. Voilà, il peut y avoir des logiques pluriannuelles aussi de financement. Et il y a des recettes.
Il y a des recettes qui existent aujourd'hui qui sont mal fléchées. Donc nous, on dit, et ça tombe bien, il y a une conférence de financement qui va s'ouvrir, là, le 5 mai. Conférence de financement des infrastructures. Bon, là, on nous dit... Ça tombe bien le 5 mai, tiens. Ouais, il y a beaucoup de choses le 5 mai. Bon, on va peut-être pouvoir renouer avec le service public, des droits pour les cheminots, des trains pour les usagers. Ce serait pas mal. Si on arrive à ça, on aura fait un grand pas en avant. Conférence de financement, on va nous dire, oh là là, il n'y a pas de sous. Non, non, les petites lignes, il faut les laisser comme ça. Oh là là, le triage fret. Oh là là, pop, 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 pop. Mais si, taxe sur les produits pétroliers et énergétiques, 30 milliards par an. 18 milliards vont au désendettement de l'État. Il y a un fléchage des 16 milliards qui restent. Pas d'impôts supplémentaires, pas de taxes supplémentaires. Concession autoroutière, 4 milliards de profits en 2024. On reflèche un peu ça. Voilà. 1 milliard pour le ferroviaire, c'est exigeant, c'est cher, mais c'est des investissements sur la durée. Un peu, beaucoup, s'il faut, pour les autres modes de transport. Il restera 1 milliard ou 2 pour les actionnaires actuels. En 2030, on renégocie les concessions autoroutières. Nous demandons la renationalisation des autoroutes. Je referme la parenthèse. Il y a des moyens de financer les infrastructures ferroviaires. Il y a des moyens de redonner de la vie dans les territoires avec des trains qui circulent, avec des cheminots bien formés, bien payés. Il y a des moyens de réouvrir des gares. Il y a des moyens de réouvrir des triages. Les triages fret, les triages pour les trains de marchandises, c'est essentiel. Les embranchements, c'est des bouts de voies en fait qui permettent de connecter une zone logistique ou industrielle au réseau ferré national. C'est-à-dire que le mec, il a, j'en sais rien, moi, 3 millions de cartons à mettre sur son train, bah, il les met et puis ça part dans un triage, le train il se reforme, hop, et puis il finit par partir, on reforme un autre train, bim, avec d'autres wagons, et puis il finit par atteindre sa destination. Par la voie ferrée, pas polluant, on désengorge les routes. Voilà, on évite les particules fines et tout ce qui a trait à la santé, parce qu'il faut voir le niveau d'hospitalisation qu'il y a avec le nombre de camions qu'on a sur les routes aujourd'hui. La pollution est énorme, le niveau d'hospitalisation dû aux particules fines et à la pollution, elle prospère. Eh bien, mine de rien, indirectement, c'est des coûts pour la société, pour nous contribuables. Les hospitalisations, alors les gens qui sont hospitalisés, ils n'y peuvent rien, hein. Personne ne demande d'avoir un cancer du poumon. Par contre, quand on se retrouve hospitalisé et qu'on doit pouvoir subvenir à ça, eh ben, c'est l'argent public qui est mis à contribution. Donc oui, il y a un enjeu environnemental directement lié à l'avenir de la planète, du climat, etc. Et puis encore et encore, il y a un avenir lié à la vie de tous les jours. Les désengorgements de routes, la sécurité sur nos routes, et puis la fluidification un peu de nos routes, ça a du sens pour toutes celles et ceux qui prennent leur bagnole. Vous voyez, comme quoi on n'est pas opposé à tous les modes de transport. On préfère qu'ils prennent le train, c'est pourquoi on veut le développer. Tu mentionnais que la société travaille dans des collectifs locaux, et c'est un truc moi que j'aime bien qu'on raconte parce que c'est pas habituel peut-être pour les syndicats. C'est quoi? C'est on s'organise avec les assos du coin, le maire, et on fait la bagarre, quoi. Eh bien oui, déjà on se parle. On se parle. Voilà. Alors après, on n'est pas toujours d'accord tout de suite. Hein. Puis des fois, on n'est pas d'accord. Bah, et puis ça reste comme ça. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on veut? Fermeture de la ligne. Comment on se met en tas? D'une part pour l'empêcher. Bon, bah, il y a souvent des assos de défense de ligne. Hein. Il y en a énormément. Là-dedans, on retrouve des syndicalistes, on retrouve des populations qui sont engagées dans ces comités de défense parce qu'ils croient au train public, ils croient aux enjeux de service public, puis ils ont envie que leur ville, leur village soit doté d'un mode de transport qui permet aussi, et à la fois de ne pas être oublié, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais surtout de pouvoir aussi les transporter là où ils ont besoin d'aller, etc., etc. Donc on a des gens qui ont fait autre chose dans leur vie, mais qui s'investissent dans ces collectifs-là. Il y a des ONG aussi avec lesquelles on travaille, et puis des élus politiques qui ont un peu de logique de se dire je vais pas attendre les municipales qui arrivent pour faire bon genre, je m'engage dans la bataille avec vous. Bon, bah, c'est souvent des élus progressistes, hein, de gauche, voilà. Bon, bah, il n'en a pas moins qu'il peut y avoir des gens de droite aussi intéressés par le service public. Mais donc on travaille avec tout ce beau monde, mais aussi les cheminots, hein, parce que ça les intéresse. Je maintiens une ligne ouverte, je réouvre un triage, où je développe une ligne, c'est du boulot pour moi en plus. Hein. Eh ben, ça veut dire que travailler, vivre au pays, ça peut avoir du sens. Et puis quand on discute avec des gens dans leur diversité, associatifs, ONG, politiques, autres organisations syndicales, on confronte les idées. Eh ben, quand on arrive à mettre un projet en commun, c'est aussi une fierté. Et puis on ne perd pas notre âme en faisant ça. Alors après, pas toujours la fête. Hein. Il y a des fois, comme je disais tout à l'heure, des fois on n'est pas d'accord. Bon, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. La majorité du temps, on arrive à se mettre d'accord. C'est une bataille pluraliste.
dans laquelle nous sommes, nous, engagés, avec nos syndicats de sites, avec les structures interprofessionnelles, avec des assos avec lesquels on a l'habitude de travailler. Mais ouais, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. C'est aussi beaucoup d'apprentissage. Parce que nous, on peut imaginer savoir ce que veulent les gens pour être transportés, ou ça soit les horaires, le confort du train, le cadencement, etc. Mais c'est eux qui nous le disent. Moi, j'aurais besoin d'un train tous les quarts d'heure. Moi, je voudrais un train qui soit un peu plus souple. Ça me fait mal aux fesses. On dirait une Fiat Panda, tu vois. Bon, peut-être que si on les écoute un petit peu mieux, tous ces gens, on va arriver à travailler ensemble. Et puis qu'une fois qu'on a bien travaillé ensemble et qu'on établit un projet, là, on se dirige ensemble, encore, avec peut-être d'autres endroits qui sont en lutte, vis-à-vis des pouvoirs publics. Et leur dire, non seulement notre projet, il est viable, il tient la route, parce que c'est dans une logique de service public, de réponse en besoin que nous agissons. Donc là, égalité de traitement, aménagement du territoire. J'habite au fin fond du territoire, j'ai le droit d'avoir mon train, mon école, ma gare. J'habite en métropole, j'ai le droit d'avoir aussi un nombre de trains suffisant pour pouvoir prétendre prendre le train et pas que ma bagnole, et donc j'évite les bouchons, etc., etc. Donc on a tous une expression d'un besoin. Après, c'est comment on le finance. Ça, c'est souvent le nœud de la guerre. Je l'ai dit, il y a des recettes. Ouais, j'en ai stipulé 2-3, mais il y en a encore plein d'autres. Mais c'est surtout, calmez-vous, mesdames et messieurs, en responsabilité au gouvernement. On va pas vous gréver les comptes publics comme ça. Établissez, jouez votre rôle du législateur, proposez une loi pluriannuelle de financement. Nous, on vous dit il y a des recettes, incluez dans une logique de priorité à fixer. Est-ce que ma priorité cette année, c'est de réembrancher les 2 plus grands ports français au réseau ferré national? Oui, Marseille et Le Havre. Et j'oublie pas les autres. Est-ce que ma priorité, c'est d'embrancher les zones logistiques, je tais le nom pour pas faire de pub outrancière, de grands logisticiens au réseau ferré national? Oui. Est-ce que ça, c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Ma loi pluriannuelle peut me permettre, parce que j'ai un fléchage de financement, d'identifier que chaque année, on priorise, on met en place un calendrier et on agit surtout. Et puis l'année d'après, c'est les lignes du centre de la France, c'est les lignes d'Ardèche, c'est les lignes de Bretagne, c'est les lignes où on va refaire circuler des choux-fleurs sur les trains, comme on fait circuler des fruits et légumes entre Perpignan et Rungis. Cette ligne qui a besoin de revivre, voilà. Rungis, qui est juste le nœud alimentaire de l'Île-de-France. Voilà, les produits frais. Pourquoi ils sont frais quand ils arrivent ici? Et parce qu'ils circulent la nuit dans un train et qu'ils ont été récoltés peu de temps avant sur place. Ces trains sont d'intérêt général. Donc notre bataille, qu'elle soit pour les usagers, les trains de voyageurs et les chargeurs pour les trains de marchandises, notre bataille est d'intérêt général. Et c'est cette conception-là que nous souhaitons développer avec des droits pour l'ensemble des cheminots. Mais je pense que ça conclut pas mal notre discussion. Est-ce qu'il y a des choses qu'à ton avis on a oubliées? Sinon, j'aurais pas envie qu'on se quitte sur ça, parce que c'était très bien, c'était très bonne peut-être synthèse de tout ce qu'on s'est dit, quoi. Se dire que s'engager dans un cadre collectif, ça a du sens, et que c'est ça qui fait la force. Et des salariés dans une entreprise et dans la société. Parce que ça nous permet de se déterminer aussi, sans être toujours contraints de choix qui sont souvent liés à l'austérité, qu'elle soit budgétaire, ou à des discours ambiants qui nous renvoient toujours là. Donc on a besoin de s'organiser, on a besoin, de mon point de vue, de pouvoir aussi se mettre en perspective, de débattre le plus possible, de faire aussi avec notre jeunesse. Une jeunesse qui est de plus en plus présente dans nos luttes, qui rentre dans la vie active pour beaucoup d'entre elles, et qui s'intéresse aussi à une recherche de repères collectifs. Comment je peux faire pour pas rester seul dans mon coin? Parce que sensiblement, seul, je vais pas y arriver. Donc une jeunesse pour laquelle la CGT ouvre pleinement ses portes, mais c'est vrai aussi dans plein d'autres endroits, avec laquelle il faut qu'on travaille l'avenir, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux de service public, de solidarité, d'égalité, entre hommes et femmes, entre femmes et hommes même plutôt. Voilà, tous ces sujets, ils doivent pouvoir irrigués par cette jeunesse qu'on attend, qu'on appelle aussi à nous rejoindre, avec laquelle on veut travailler, et puis reconcevoir une société plus juste. Donc la première étape, une des premières étapes, il y a les actions qu'on mène nous dans notre secteur professionnel, mais il y a aussi une étape de justice sociale qui devrait se situer début juin pour exiger l'abrogation de la réforme des retraites, et puis une étape plus proche de nous qui va être celle du 1er mai. Solidarité internationale, solidarité dans les luttes, et puis perspective ensemble d'entrevoir un monde de justice sociale et de paix. Donc merci, c'était super. Merci à toi. C'était hyper intéressant. On va débriefer nous un peu en off après, mais du coup on va vous laisser en live. Merci.
de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. On se retrouve le 1er mai, du coup, dans la rue, et pour le prochain épisode en juin, dont je n'ai malheureusement pas noté la date. Désolé. Merci à Quentin, merci à l'équipe de la conf pour le travail en amont et le live. Et on se voit très bientôt. Au revoir. Au revoir.